Salut, c'est Pauline de Lina. J'ai envie de vous parler d'un endroit un peu magique. Madeleine, la plateforme de streaming de Lina. Oui, vous allez me dire, encore une. Mais elle a ce petit truc en plus. Chaque semaine, je choisis pour vous des films rares. Les premiers Chabrol, Corneau, Godard. Des séries cultes. Je vous emmène faire un tour en torpedo avec les Brigades du Tigre. Ou réfléchir avec Marguerite Duras sur un plateau de Bernard Pivot. Je vous ai dit qu'on riait sur Madeleine, avec Jacqueline Maillan, Maria Pacôme, les reines du théâtre. Madeleine, c'est tout ce que la télé a fait de mieux, en long et en illimité. 2,99€ par mois sur tous vos écrans, sans engagement, et en plus, le premier mois est offert. Alors vous venez ? À très vite sur Madeleine. Ina, podcast. Oh, thank you. Thank you, Monsieur Sherlock Holmes. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les enquêtes de Sherlock Holmes, réalisée par Albert Risquer d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, l'aventure de la veuve. Bonsoir mes chers amis, c'est le docteur Watson qui vous parle. Un matin de 1887, je m'engageais dans Baker Street. La rue était couverte de neige et je fus ému de voir que malgré le froid, notre vieux mendiant John était toujours à son poste, avec son orgue de barbarie. Je m'approchai de lui et enlevai mes gants pour trouver au fond de mes poches une pièce de monnaie. Oh, merci, docteur Watson. Madame Watson va bien? Mais comment, John? Vous savez que je suis marié? Mais oui, docteur. Qui vous l'a dit? Personne? Mais j'ai de bons yeux. J'ai remarqué que vous n'habitiez plus avec Monsieur Sherlock Holmes depuis 2 mois. Et comme je vois que maintenant vous avez une alliance à la main gauche, j'en déduis que vous vous êtes marié. Eh bien, vous ne vous trompez pas. Vous voyez, moi aussi j'applique les méthodes de Monsieur Sherlock Holmes. Bravo. Docteur, demain c'est le dernier jour de décembre. Si je ne vous revois pas, je vous souhaite une bonne année ainsi qu'à votre femme. Merci, John. Moi, pareillement. Dites donc, c'est une bien belle blonde. Qui ça? Madame Watson. Vous l'avez déjà vue? Non, mais n'empêche que j'apprécie beaucoup le blond cendré de ses cheveux. Mais comment savez-vous qu'elle a les cheveux blonds cendrés? Parce qu'il y en a 2 qui traînent sur le col de votre par-dessus. Sacré John, va. Au revoir. Au revoir, docteur. Ainsi donc, les récits que je publiais sur les méthodes de Sherlock Holmes étaient devenus si populaires que les mendiants eux-mêmes s'en divertissaient. Et d'ailleurs, le vieux John avait vu juste. Depuis 2 mois, en effet, j'avais eu la joie d'épouser mademoiselle Mary Morstan, dont j'avais fait la connaissance au cours d'une enquête, une fois de plus menée à bien par mon célèbre ami. Je vous la raconterai un jour, elle en vaut la peine. La transformation de mon existence de célibataire en vie conjugale ne s'était pas accomplie sans de nombreux commentaires ironiques de la part de Sherlock Holmes. Enfin, comme ma femme et moi n'oublions pas que nous nous étions rencontrés grâce à lui, nous acceptions ces lazzi avec patience et bonne humeur. Tiens, Watson, qu'est-ce que vous venez faire? Vous dire bonjour? Et votre lune de miel, vous vous ennuyez déjà? Non, ne commencez pas ou je m'en vais. Dites donc, pourquoi votre femme a-t-elle changé l'emplacement du miroir de votre cabinet de toilette? Comment le savez-vous? Quand vous vous regardez dans ce miroir, vous avez tout le côté gauche de la figure dans l'ombre, n'est-ce pas? Oui, c'est exact, mais enfin, comment je... Ne vous creusez pas la tête. Je vois simplement que vous êtes moins finement rasé à gauche qu'à droite. Ah, et puis autre chose.
Permettez-moi de vous faire un petit reproche. Sur quoi? Maintenant que vous êtes marié, essayez d'être un peu moins dépensier, mon cher. Dites-vous bien que désormais, pour vous, la couronne ne vaut plus qu'une demi-couronne. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Hier, vous vous êtes acheté une fleur pour votre boutonnière. Au mois de décembre, elle se vend à un prix qui est de la pure folie. Bon, allons, à qui voulez-vous donc plaire? Votre femme ne vous suffit plus? Et en effet, j'ai acheté un œillet. Alors, quand vous l'enlevez, brossez dans le revers de votre veston. Oui, il y traîne encore de la poussière de pétales. Merci. C'est tout pour aujourd'hui? Oui, et pardonnez-moi. Depuis quelques jours, ma vie était si calme que j'avais en réserve une certaine quantité d'énergie mentale. Ceci dit, vous tombez bien, Watson. Courez demander à votre femme de vous rendre votre liberté pour 2 jours, je vous emmène. Où ça? Dans le Derbyshire. Voici le petit mot que vient de m'envoyer Edward Buchanan, directeur de Scotland Yard. Lisez. Cher monsieur Holmes, Lord Jocelyn Cope vient d'être assassiné dans son château d'Armsworth. Si vous pouviez donner un coup de main à l'inspecteur Dawlish de la police locale, vous me rendriez personnellement grand service, car en ce moment, nous sommes débordés. Et comme les détails de cette affaire sont on ne peut plus bizarres, je veux espérer qu'elle vous tentera. J'envoie par ce même courrier un message à Dawlish qui vous attendra à tout hasard au train qui part de Londres à 2 heures de l'après-midi et qui arrive à Armsworth à 5 heures. Il vous mettra au courant de tout. Mais en attendant, au sujet de la victime, vous consulterez avec fruit le guide du Derbyshire et le répertoire mondain. En espérant compter sur votre précieuse collaboration, en vous remerciant à l'avance, veuillez croire, etc., etc. J'ai donc consulté le répertoire mondain. Voici les renseignements que j'y ai trouvés. Lord Jocelyn Cope est, disons plutôt, était Deputy Lieutenant, gros bonnet du comté, marié et sans enfant. Et puis? C'est tout. Par contre, le guide en dit plus long. Il nous apprend que le château d'Armsworth date du XIIIe siècle, qu'on peut y admirer un vitrail du XVe qui célèbre notre victoire d'Azincourt sur les Français, que la famille Cope a été châtiée pour s'être convertie au catholicisme en 1574 et qu'il y a un musée ouvert au public une fois par an dans lequel se trouve une petite guillotine construite à Nîmes pendant la Révolution en vue de l'exécution d'un ancêtre de Lord Cope. Et puis? C'est tout. Je ne vois rien là-dedans qui puisse aider votre enquête. Ne possédant aucun détail sur l'affaire, je serai moins affirmatif que vous, mon cher, et le mieux est de faire un saut là-bas au plus vite. Mais Mary voudra-t-elle me laisser aller avec vous? C'est agréable d'être marié, hein? Mais oui, et vous ne saurez jamais à quel point. Je retourne à la maison. Il ne vous en déplaise, j'ai tout lieu de croire que vous me verrez au train de 2 heures. À tout à l'heure. Mes hommages à Madame Watson. Ma femme savait quel plaisir j'éprouvais à suivre les enquêtes de Sherlock Holmes. Aussi ne fit-elle aucune difficulté pour me laisser partir, et je retrouvai mon ami au train de 2 heures qui nous mit dans la soirée à Armsworth. Un pâle clair de lune éclairait la campagne couverte de neige. L'inspecteur Dawlish nous attendait. C'était un homme petit et replet qui n'avait pas loin de la 50aine. Il nous accueillit sans aucune amabilité. Enchanté de vous connaître, inspecteur Dawlish. Bonsoir, messieurs. Du moment que c'est Scotland Yard qui vous envoie, comment voulez-vous que je m'y oppose? Et vous arrivez à 2 amateurs. Je suis ravi de voir que notre venue vous fait plaisir. Je trouve surtout qu'elle est parfaitement inutile, puisque je sais qui est l'assassin. Bravo. Qui est-ce? Le capitaine Jasper, cousin de la victime. Il a disparu. Et dans le pays, on est unanime à dire qu'il avait le diable dans le sang, toujours prêt à un mauvais coup, qu'il s'agisse d'une bouteille, d'un cheval ou d'une femme. Personne n'est surpris d'apprendre qu'il a tué son cousin, dont pourtant il n'a reçu que des bontés. Et comment l'a-t-il tué? Il l'a guillotiné. Guillotiné? Sherlock Holmes fut comme moi saisi d'un frisson à cette nouvelle effarante. J'allais demander des explications quand mon ami me serra le bras pour m'imposer silence. Nous arrivions devant le château et il aimait procéder suivant un ordre logique. Sur le ciel étoilé, tout en haut d'une pente, se profilaient de hauts murs crénelés et des tourelles massives. Un cadre rêvé pour le mystère et la terreur. L'inspecteur Dawlish frappa au portail avec un heurtoir de bronze à tête de vipère.
et un vieux maître d'hôtel vint nous ouvrir, un candélabre à la main. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, monsieur. Ne pensez-vous pas qu'il serait l'heure de laisser Lady Diana se reposer? Et où est-elle? Toujours auprès de lui. Elle n'a pas bougé. Assise dans un fauteuil. Elle le regarde. Les yeux ouverts, mais immobile comme si elle était endormie. Vous n'avez touché à rien, j'espère. Non, monsieur, à rien. Allons d'abord au musée, monsieur Holmes, puisque c'est là que le crime a été commis. Allons-y. C'est de l'autre côté de la cour. Nous arrivâmes bientôt à une porte voûtée, et l'inspecteur s'effaça pour nous laisser passer. Au cours des enquêtes de Sherlock Holmes, j'avais vu bien des choses horribles, mais rien n'égalait ce que nous découvrîmes dans cette grande salle gothique éclairée par des cierges fichés dans des pics de fer forgé. Au mur, des panoplies d'armes du Moyen-Âge, tout autour des vitrines contenant de vieux parchemins, des bijoux médiévaux et des monnaies anciennes. Mais l'œil était invinciblement attiré par la chose qui occupait une estrade basse au milieu de la pièce. C'était une guillotine, toute rouge. À sa courte taille près, elle était exactement semblable à celle dont j'avais vu l'image sur des gravures de la Révolution. Et, étendu entre les deux montants, gisait le corps d'un homme grand et maigre, vêtu d'une veste d'intérieur en velours violet. Il avait les mains liées derrière le dos, un drap blanc plein de sang cachait la tête, ou plutôt l'endroit où avait été sectionnée la tête. La lumière des cierges miroitait sur le sanglant couteau d'acier enclavé dans la lunette. Et cette même lumière saignait d'un halo doré la chevelure d'une jeune et belle femme assise à côté du mort décapité. Sans se soucier de nous, elle demeurait sur son haut fauteuil sculpté, immobile, et le regard fixe, halluciné. Vous feriez mieux d'aller vous reposer, madame. Soyez tranquille, je suis ici pour que justice soit faite. Stéphane, veuillez conduire Lady Diana jusqu'à sa chambre. Mais... Nous désirons rester seuls ici. Allez. Soutenue par son maître d'hôtel, la châtelaine se leva et regagna ses appartements. Quand la porte se referma, Sherlock Holmes s'approcha de la guillotine. Il souleva le drap souillé de sang et découvrit la hideuse blessure entre les deux épaules. Un coup de cette force a dû faire rouler la tête à travers la salle. C'est probable. Comment c'est probable? Vous vous souvenez bien tout de même de l'endroit où vous l'avez trouvé? Je ne l'ai pas trouvé, il n'y a pas de tête. Comment il n'y a pas de tête? Disons plutôt que lorsque je suis arrivé, il n'y avait plus de tête. Ah, où est-elle? Je sais pas. Vous l'avez cherchée, je pense. Ah oui, mais on ne peut pas la retrouver. Vous avez interrogé Lady Diana et les domestiques? Oui, personne ne sait rien, personne n'a rien vu. Et cela vous suffit? Oh, vous savez, pour moi, ce détail n'a pas grande importance. Ah, dans ce cas, j'aimerais connaître votre version du crime. Oh, c'est très simple. À une heure quelconque de la nuit, les deux hommes se sont querellés ici, ils en sont venus au coup. Le plus jeune a maîtrisé l'autre, lui a lié les mains et pour accomplir un meurtre plus spectaculaire, ayant aperçu la guillotine, il l'a traîné jusque-là et lui a coupé la tête. Puis il s'est enfui sur le cheval qui manque à l'écurie. Oui. En somme, si je comprends bien votre théorie, les deux cousins se sont livrés à un combat féroce, en prenant soin toutefois de ne déranger aucun meuble et de ne briser aucune des vitrines qui encombrent cette salle, puis, ayant tué son adversaire d'une façon qui le tentait par son côté éminemment pittoresque, il a filé sur un cheval la tête de sa victime en bandoulière. Oh, démolir les théories des autres, ça c'est facile. Ça m'en démolit bien que ce qu'on remplace, monsieur Holmes. Et maintenant, j'aimerais bien connaître la vôtre. Je n'en ai aucune. Ah, dans ce cas-là, il vaudrait mieux ne rien dire. Mais je ne dis rien. Pour le moment du moins. Vous permettez? Sherlock Holmes sortit une grande loupe de sa poche et il se mit à examiner les meubles,
les vitrines, le sol et le plafond. Tantôt accroupi par terre, tantôt sautant sur une chaise, il ressemblait à un gigantesque insecte. Nous le regardions faire, moi avec un intérêt passionné, l'inspecteur avec le plus profond mépris. Mon ami se pencha ensuite sur le cadavre et revint enfin vers nous en glissant sa loupe dans sa poche. Excusez-moi, mon cher inspecteur, mais vous vous trompez, le crime a été prémédité. Comment prémédité? La glissière de la guillotine a été tout récemment huilée. Tout récemment. Et sur quoi vous appuyez-vous pour l'affirmer? D'abord parce que l'huile est toute fraîche, ensuite c'est la seule partie qui ait été graissée. Or, il est curieux que ce soit justement celle-là qui ne se voit pas, alors que toutes les autres parties métalliques et apparentes sont sèches et piquées de rouille. C'est tout? Non. J'ai constaté également que lorsque la victime a été amenée devant la guillotine, elle était inanimée. Vraiment? Et la preuve? Les mains étaient si mal ligotées que s'il avait été en pleine possession de ses forces, le malheureux aurait pu s'en débarrasser d'une seule secousse. J'affirme qu'il a été amené ici sans connaissance et que ses mains étaient déjà ligotées, bien que ce fût parfaitement inutile. Alors dans quel but l'assassin l'aurait-il fait? Pour égarer la police. Et selon vous, il y aurait réussi? Je ne vous le fais pas dire. Pourtant, la cordelière qui lie les poignets a été prise à cette fenêtre. Il manque en effet la cordelière qui sert d'embrasse à ce rideau, mais sur ce point, permettez que je me réserve jusqu'à plus ample informé. Je vous en prie. Maintenant, nous allons examiner la neige dans la cour. Quand est-elle tombée pour la dernière fois? Il y a 2 jours. Bon, puis-je avoir une lanterne? Demandez au maître d'hôtel. 5 minutes plus tard, Sherlock Holmes inspectait minutieusement les traces de pas dans la neige. Il eut au fait d'identifier les miennes, les siennes et celles de l'inspecteur et du maître d'hôtel qui portaient des souliers à bout carré. Ah ah! Voici les empreintes de 2 souliers de femme. Cette femme a couru vers le musée. C'est sans aucun doute Lady Diana. Maintenant, je vois ici d'autres empreintes venant de l'extérieur et se dirigeant vers le côté de la cour qui est opposé au musée. Oui, celle d'un visiteur certainement. Il est entré par là. À quoi cette porte donne-t-elle accès? La bibliothèque. Oh, venez voir! Le visiteur y a pénétré. Puis, il en est ressorti pour aller au musée. Mais cette fois, il portait un objet très lourd. Vous lisez ça dans la neige? Oui, Vous avez de bons yeux. d'après la pointure des escarpins et l'espace des empreintes, je vois qu'il s'agit d'un homme grand. Par contre, sur son trajet entre la bibliothèque et le musée, ses empreintes sont moins espacées et les bouts de ses escarpins sont plus enfoncés que les talons en raison de ce qu'un homme qui porte un fardeau a toujours tendance à peser vers l'avant. Avez-vous encore d'autres choses aussi intéressantes à nous apprendre? Oui, je peux également vous dire que non seulement l'assassin est grand et sec, mais qu'il a une 50aine d'années, un pied gauche légèrement tourné vers le dedans, et qu'il fume des cigarettes turques avec un fume-cigarette. Le capitaine Jasper, c'est bien ce que je disais. Je ne sais rien de ses pieds et de son fume-cigarette, mais le reste de votre description correspond exactement à son signalement. Nous voilà donc bien d'accord. Il n'y a plus qu'à courir après lui. D'accord. Mais pas du tout, inspecteur. Comment cela? Excusez-moi, je vois qu'il est plus de minuit, j'aimerais aller me reposer. Il y a certainement une auberge dans le village. Ah oui, je vous ai retenu une chambre aux 2 écus. Mais dites-moi, monsieur Holmes. Non, mon cher, non, excusez-moi, j'ai trop sommeil. À votre aise. Je vous accompagne à l'auberge. Merci. Et si vous ne dormez pas cette nuit, rappelez-vous donc que la famille Cope s'était convertie au catholicisme. Pourquoi me dites-vous ça? Le lendemain, Sherlock Holmes me réveilla à 6 heures, bien décidé à continuer son enquête sans l'inspecteur Dawlish,
qui devait venir nous chercher à l'auberge au milieu de la matinée. Nous montâmes au château. Il était à peine 7 heures quand le vieux maître d'hôtel vint nous ouvrir. Bonjour, Stephen. Messieurs, Lady Dinah a-t-elle passé une bonne nuit? je ne sais pas, elle dort encore. Voudriez-vous nous montrer la bibliothèque? Mais vous n'en avez pas refusé l'entrée à l'inspecteur Dawlish, que je sache. Non. Alors nous vous suivons. Bien. Venez par ici. C'est ici. Nous entrâmes dans une grande bibliothèque dont les murs étaient garnis de reliures anciennes. Les fenêtres étaient ogivales, exactement semblables à celles du musée. Sherlock Holmes s'arrêta devant l'une d'elles et examina attentivement la cordelière d'un des rideaux. Puis, il alla vers une haute cheminée de pur style gothique. C'est une œuvre admirable, n'est-ce pas, Watson? Oui, j'aime beaucoup le tablier sculpté de haut relief. Mais dites-moi, Stephen, voilà le célèbre vitrail qui commémore la victoire d'Azincourt. Oui, monsieur, il n'y en a que 2 dans toute l'Angleterre. Ah. Vous êtes très fier de ce château, n'est-ce pas, Stephen? Oui, monsieur. Il y a longtemps que vous êtes au service de la famille Cope? Nous le sommes de père en fils depuis 200 ans, monsieur. Je vous en félicite. Je me suis laissé dire que la guillotine qui est dans le musée a été spécialement construite pour exécuter un ancêtre de votre pauvre maître, est-ce vrai? Oui, monsieur, pour le marquis de Rennes, et construite par ses propres serfs, les bandits, qui le haïssaient parce qu'il restait attaché aux anciennes coutumes. Ah oui? Quelles coutumes? Il était fidèle à plusieurs, et surtout avant le mariage de chacune de ses vassales à ce qu'on appelait le droit du seigneur. Et selon vous, il avait raison? Il était le maître, monsieur. Et ce sont les traditions qui ont fait la grandeur de l'Angleterre. Bravo. Eh bien, Watson, je crois que nous allons rentrer à Londres. Cette bibliothèque, je le répète, est admirable. Oui. Ah, dommage que devant cette cheminée d'un style si pur, on ait mis un tapis si bon marché. Bon marché, jamais de la vie, monsieur. Ce tapis est persan et très ancien. Oh, vous croyez? Regardez de plus près. C'est une pièce qui a été ramenée des croisades. Oui, je vais bien voir d'après la trame s'il est d'origine persane. Ah, où ai-je mis ma loupe? Ah, la voici. Hein? Ah, oui, vous avez raison, Stephen. Ce tapis est persan. Je suis heureux que monsieur le reconnaisse. Dites-moi, Stephen, sur quoi donne cette petite porte? Sur le vestiaire, monsieur. Ah. Vous permettez? Très bien, très bien. Mais pourquoi dans cette niche, cette cuvette et ce brodeau? Pour se laver les mains. Ah oui, très bien, très bien. Et sur quoi donne cette fenêtre? Sur la cour des écuries. Permettez que je regarde, Stephen. Oui. Très bien, très bien, très bien. Très bien, merci, Stephen. Bon, maintenant nous allons nous dire adieu. Nous repartons pour Londres. Adieu, messieurs. Quelques minutes plus tard, nous avions quitté le château. Mais, à ma grande surprise, Sherlock Holmes longea un des murs et m'entraîna dans un petit chemin. Venez vite, Watson. Où va-t-on par là? Aux écuries. C'est le cheval manquant qui vous tracasse? Non, je suis certain qu'il est soigneusement caché dans l'une des fermes de ce domaine. Alors? Alors voici les écuries. Prenez comme moi une botte de paille. Là, je n'ai pas refermé la fenêtre du vestiaire tout à l'heure et c'est par là que nous entrerons dans cette petite pièce. Avec cette paille? Oui. Et nous y mettrons le feu. Le feu? Dans le vestiaire? Mais enfin, c'est insensé! Tout est en pierre, il y a un brodeau, ne vous inquiétez pas. Oh, vous m'en aurez fait faire des choses irrégulières, vous, alors. Nous y voilà. Poussez la fenêtre. Je poussai la fenêtre du vestiaire, nous y lançâmes nos bottes de paille, et après avoir sauté à l'intérieur, je regardai
non sans anxiété, Sherlock Holmes qui y mettait le feu. Nous entendions le vieux maître d'hôtel marcher dans la bibliothèque. Attention, Watson. Stephen va voir la fumée. Il croira qu'il y a le feu. Et ce sera le dernier acte de la tragédie. Les flammes coururent sur la paille. D'épaisses volutes de fumée s'en échappèrent et filtrèrent sous la porte qui donnait sur la bibliothèque. Soudain, la porte s'ouvrit. À travers la fumée, nous vîmes le visage horrifié de Stephen qui rentra dans la bibliothèque et se précipita vers la cheminée, contre laquelle il frappa de toutes ses forces en hurlant. « Maëla! Maëla! Il est feu au vestiaire! La maison brûle! Sortez vite! Sortez vite! Maëla! » Le brodo suffira pour éteindre l'incendie, Stephen. Allez vite. Mais... Allez! Quant à vous, Lord Jocelyn Cope, qui vous cachez à l'intérieur de cette cheminée, sortez, je vous en prie. Alors, le tablier de la vieille cheminée pivota lentement et s'ouvrit pour découvrir un homme grand et maigre, d'une 50aine d'années, le visage gris et les yeux fiévreux. Rassurez-vous, Lord Cope, votre château ne brûle pas. Je n'ai employé qu'un vieux stratagème pour vous obliger à sortir de votre cachette. Vous êtes de la police? Oui. C'est vous, n'est-ce pas, qui avez tué votre cousin? Oui. Et maintenant, que Dieu me pardonne. Watson, arrachez-lui ce flacon! Trop tard, messieurs. Ah non, non, nous allons tenter quelque chose. Inutile. À ce poison-là, il n'y a pas d'antidote. Dans 15 minutes, je serai mort, messieurs. Je tomberai tout d'un coup. Mais d'ici là, je conserverai toutes mes forces. J'aurai donc celle de vous entendre. Accordez-moi une grâce. Dites-moi comment vous avez découvert la vérité. Oh, c'est simple. J'ai tout de suite senti que la clé du mystère résidait dans la présence et l'utilisation de cette guillotine. J'ai vu dans son emploi le signe d'une tradition. Cette guillotine avait été fabriquée, n'est-ce pas, pour punir un de vos ancêtres qui s'était fort mal conduit. Le marquis de Rennes, oui. Or, votre cousin, le capitaine Jasper, avait exactement la même réputation. Qu'il se fût rendu coupable envers vous d'un acte grave était fort possible et que vous ayez voulu le punir par un moyen représentant en quelque sorte le symbole familial du châtiment n'était pas non plus impensable chez un grand seigneur anglais. Vous êtes subtil. Ensuite, je me suis arrêté sur l'aspect matériel des choses. Sachant par l'inspecteur Dawlish et par l'examen du cadavre que votre cousin était aussi grand et aussi mince que vous, je me suis demandé si l'on n'avait pas fait disparaître la tête afin de faire croire que c'était vous la victime et non lui. J'acquis bientôt la certitude que je ne me trompais pas. C'est dans cette bibliothèque que vous avez annihilé d'une façon quelconque la résistance de votre cousin, une drogue probablement. Et quand il fut inanimé, vous lui avez négligemment lié les mains derrière le dos avec une cordelière arrachée à l'un de ses rideaux. Pourtant, dans cette pièce, il ne manque pas de cordelière. Non, car vous en avez pris une dans le musée pour remplacer celle qui manquait ici. Seulement, vous avez négligé un détail. Lequel? Les rideaux et les cordelières du musée et de cette bibliothèque sont identiques, soit. Mais vous oubliez que le musée est au midi et que cette pièce-ci est au nord. Vous constatez qu'ici, les tissus et les cordelières qui ne voient jamais le soleil ont gardé leurs couleurs intactes. Ils sont comme neufs. Tandis que là-bas, dans le musée, le soleil a terni toutes les couleurs. Or, regardez ces fenêtres. Il n'y a qu'une seule cordelière dont les teintes sont passées. Celle-ci. Oui, c'est exact. C'est ce détail qui m'a fait penser que le drame s'était déclenché dans cette pièce. Avant de lier les mains de votre victime, vous l'avez revêtue de vos habits. Puis vous l'avez chargée sur vos épaules, transportée au musée, et là vous l'avez réellement tuée. Vous l'avez guillotinée. Stephen et moi, nous avons enterré sa tête dans le caveau de famille. Et ceci, croyez-moi, avec tout le respect d'un mort. Mais un autre détail m'avait également frappé. J'avais trouvé dans le musée un cendrier contenant un mégot de cigarette turque, relativement frais.
et extrait d'un fume-cigarette. Seul un intoxiqué de tabac pouvait avoir fumé dans un moment pareil. Or, tout à l'heure, en faisant semblant de regarder à la loupe le tapis perçant qui est devant cette cheminée, j'ai en réalité examiné des cendres de cigarettes que j'avais aperçues tomber sur ce tapis. Ainsi, j'ai acquis la certitude que le bourreau du capitaine Jasper avait également fumé son tabac turc dans cette pièce et très peu de temps auparavant. J'en ai conclu, Lord Jocelyn Cope, que vous étiez caché non loin de là, très probablement derrière cette cheminée, car depuis les persécutions religieuses, c'est là généralement que l'on cachait le prêtre du château. J'ignore votre nom, monsieur, mais permettez-moi de vous dire que vous honorez hautement votre profession. Oui, vous avez vu juste en tout point. Et maintenant, dites-nous de quel crime vous avez puni le capitaine Jasper. D'une série d'actions honteuses qui, dans le pays, menaçaient de souiller à jamais le nom de notre famille. Enfin, puisqu'il faut tout vous dire, il a entraîné ma propre femme dans la débauche et l'adultère. Alors je me suis vengé. Cette nuit-là, mon cousin et moi nous sommes restés à boire assez tard dans cette bibliothèque. J'ai drogué son porto, et au fur et à mesure qu'un invincible sommeil s'emparait de lui, je lui ai appris que lorsqu'il dormirait, j'allais le guillotiner. Ce fut atroce, messieurs. Après l'exécution, Stephen a sorti un cheval de l'écurie pour faire croire à la fuite de mon cousin. Et il est allé cacher la bête dans une ferme qui appartient à sa sœur. Il ne me restait plus qu'à mourir, le temps de mettre mes affaires en ordre. Vous ne m'y avez forcé qu'une heure ou deux plus tôt que je ne pensais le faire. J'avais laissé cette lettre que voici pour Stephen, lui donnant pour ultime consigne d'enterrer secrètement mon corps dans le tombeau de mes ancêtres. Nous la lui remettrons. Telle est mon histoire, messieurs. Je suis le dernier représentant d'une vieille lignée. Il dépend de vous qu'elle se termine ou non dans le déshonneur. Il est heureux, Lord Jocelyn Cope, que le destin ait permis au Dr. Watson et à moi d'entendre votre confession. Nous ne sommes pas ici officiellement. Scotland Yard nous a seulement demandé une aide de caractère privé. Je vais appeler Stephen. Je crois qu'il serait opportun qu'il transporte un fauteuil dans votre retraite. Merci. Ma tombe gardera son secret, et ce secret, messieurs, vous en êtes les dépositaires. Permettez à un mourant de vous bénir. Tout le long du chemin qui nous ramenait à l'auberge, Sherlock Holmes et moi, nous ne pûmes échanger une seule parole. Nous trouvâmes l'inspecteur Dawlish qui nous attendait. Quoi? Vous êtes déjà allé au château? Oui. Vous auriez pu m'attendre. J'ai voulu seulement vérifier certains détails. Tout ce concourt, mon cher inspecteur, à vous donner raison. Enfin, vous en convenez. Et il ne nous reste plus qu'à courir après le capitaine Jasper. Ça va être commode, après le temps que nous avons perdu. Veuillez m'en excuser. Oh, je ne vous en veux pas. Mais une autre fois, soyez gentils. Venez pas gêner les professionnels. Notre voyage de retour fut morose. La neige s'était remise à tomber et mon ami n'avait guère envie de parler. Par la fenêtre de notre compartiment, il observait les lumières clairsemées des villages et des fermes. Nous touchons à la fin de l'année, Watson. Et pour tous les cœurs simples, pour tous les cœurs purs, les 12 coups de minuit annonceront que ce qui va venir sera meilleur que ce qui fut. Eh oui, l'espoir, Watson. L'espoir. À propos, si par hasard vous racontiez la curieuse affaire que nous venons de vivre, je vous suggère un titre. Lequel? La veuve. La veuve? Connaissant votre hostilité pour le beau sexe, je m'étonne que vous songiez à cette femme infidèle. Mais non, la veuve. C'est ainsi que les Français de la Révolution surnommaient la guillotine, voyons. Il était tard quand nous nous retrouvâmes à Baker Street.
Après avoir tisonné le feu, Holmes s'enveloppa dans sa vieille robe de chambre apparemment écossais. Vous ne vous asseyez pas? Non, excusez-moi. Minuit approche. Je voudrais être auprès de ma femme quand commencera 1888. Je vous souhaite une bonne année, Holmes. Je vous adresse mes vœux de tout cœur, mon cher Watson, ainsi qu'à votre femme, et qu'elle veuille bien m'excuser de l'avoir privée de votre présence pendant ces 2 jours. Je descendis l'escalier, et une fois dans la rue, silencieuse sous la neige, je relevai mon col. Tout à coup, j'entendis chanter un violon. Je regardai vers le premier étage. Derrière le store du salon se découpait l'ombre de Sherlock Holmes. Je distinguais son profil aigu d'oiseau de proie et la légère courbe de son dos quand il se penchait pour mieux faire vibrer une note. Il avait entrouvert la fenêtre et c'était à mon intention qu'il jouait la vieille mélodie « Ce n'est qu'un au revoir ». Sans doute, un flocon de neige tomba-t-il dans mon œil, car les lampadaires de Baker Street me parurent tout brouillés. Dans la série Les enquêtes de Sherlock Holmes, vous venez d'entendre L'aventure de la veuve, d'après la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renaud, prise de son Jean Pantaloni, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isquet. Avec Maurice Ténac, Sherlock Holmes, René Clermont, Dr Watson, et Paul Fèvre, le mendiant John, Lucien Rimbourg, inspecteur Dawlish, Georges Sellier, Stephen, et Antoine Balpétré, Lord Jocelyn Court. Marie Bénard a-t-elle empoisonné à l'arsenic son mari et 12 autres membres de sa famille? Voilà ce que vont tenter d'éclaircir avocats, enquêteurs, jurés, experts et contre-experts au cours d'une affaire qui passionne la France de 1952 à 1961. Pas moins de 3 procès seront nécessaires pour parvenir à juger celle que tout le monde surnomme alors l'empoisonneuse de Loudun. À travers les chroniques judiciaires de Frédéric Potcher, la star de la profession à l'époque, le podcast Les Archives du crime vous fera éprouver, à votre tour, les tourments de la justice dans l'une des plus fameuses énigmes d'empoisonnement du XXe siècle. L'affaire Marie Bénard est à retrouver chaque jeudi à midi dans le podcast Les Archives du crime sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast.ina.fr.